Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de l'échantillonnage pour le traitement des très grandes bases de données. Alors, parce que, bon, il apparaît que certains d'entre vous vont traiter ou doivent traiter en ce moment des très grandes bases de données et la question des solutions, des différentes solutions pour le traitement des grandes bases de données se pose. Alors, habituellement, quand on parle de très grandes bases de données, tout de suite, on parle de technologie. On a les différentes technologies. Moi-même, j'en ai parlé par ailleurs. On vous dit Spark, on vous dit aussi des librairies qui permettent de faire des calculs sur des grosses volumes numériques comme H2O. Il y en a d'autres. Il y a les solutions TensorFlow, Keras, qui ont des solutions pour traiter des grandes bases de données. Voilà. Moi-même, j'ai fait des vidéos en tournant de ces idées-là. Il y avait deux vidéos que j'avais mis en avant. Un, le fait que les machines maintenant sont multicœurs et que c'est dommage de s'énerver que sur un seul cœur. C'est mieux si on a des algorithmes qui sont programmés et qui exploitent au mieux les capacités des machines qu'on a à disposition. Voilà, ça c'était un premier aspect. Donc j'avais montré que dans Cipina, il y avait ces solutions-là, mais bon, je connais très bien Cipina, donc c'est pour ça que j'en parle, mais j'imagine que ce qu'il y a dans Cipina, il y a forcément dans les autres librairies également, plus récentes d'ailleurs. Cipina date un peu de quelques années déjà. Voilà. Très bien, que je redécouvre moi-même. Je n'utilise pas dans ce cadre-là habituellement, j'utilise plutôt à visée pédagogique pour montrer donc l'aspect interactif et comme vous avez maintenant à traiter des grandes bases, chose que je fais rarement dans le cours d'introduction à la data science, voilà, c'est une première pour moi. Voilà, du coup, ça me permet de regarder un peu plus loin, de regarder les différentes solutions et de retrouver des solutions que j'avais implémentées il y a plus d'une dizaine d'années dans Cipina par ailleurs. Donc, j'avais parlé du multithreading dans une des vidéos. Et j'avais aussi parlé d'une autre solution, c'est le fait qu'on ne charge pas toutes les données en mémoire, on charge qu'une partie, et une partie est dans des fichiers temporaires ou dans des bases de données sur disque. Voilà. Et comme cela, on ne sature jamais la mémoire, voilà, parce que les données sont sous disque et on peut traiter donc la base entière pourvu qu'on les swap au fur et à mesure de la mémoire vers le disque. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, voilà, j'ai montré, là encore également, j'ai montré sous Cipina une solution qui existait, mais j'imagine également, c'est à vous de chercher, que ce type de solution-là existe avec d'autres outils également. Regardez bien, regardez tout simplement. Le plus important, c'est de trouver les bons mots-clés dans les requêtes Google. Quand on fait des requêtes Google, essayez de voir, c'est des bons mots-clés qui vous permettent d'arriver à ces 10 éléments-là. De toute manière, les idées, c'est traitement des big data en anglais, pas en français, cherchez toujours en anglais. Voilà, traitement des big data, solution pour le big data. Et avec ça, vous tombez sur différentes technologies, différentes solutions, différentes librairies, voilà, ou même des frameworks à installer. Voilà, donc on parle de Hadoop, on parle de Spark, tout ça, ainsi de suite. Voilà. Après, le tout, c'est de trouver de savoir raison garder. Le temps est imparti et court, donc il faut trouver des solutions rapides, efficaces, mais sans non plus avoir à passer une semaine à installer une machine. C'est ça l'idée. Alors, dans cette vidéo-ci, je parle d'une autre solution possible, c'est qu'on travaille sur un échantillon. C'est la base même de la statistique, ça. C'est que j'ai une population qui est monumentale, qui n'est pas accessible entièrement. Qu'est-ce qui se passe? Je travaille sur un échantillon et les résultats que j'obtiens sur un échantillon, je l'infère sur la population. Voilà. Alors, si cette idée-là existe dans la statistique inférentielle, justement classique, pourquoi elle n'existerait pas dans le machine learning? Cette idée-là doit exister également. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'avais fait un support de cours il y a quelques années, qui est là d'ailleurs, en 2018, un support de cours sur les stratégies d'échantillonnage. Tout simplement parce que dans mes enseignements en Master 2 et donc de Data Science, j'avais constaté que les étudiants étaient trop focus sur les technologies. Et c'est bien aussi, moi aussi, je les incite à regarder les technologies. Bien sûr, c'est important de regarder les technologies. Mais il n'y a pas que les technologies, il y a d'autres solutions également. Et parmi les solutions intéressantes, justement, il y a les stratégies d'échantillonnage. Voilà. C'est ce que je mets ici. Donc ça, c'est une demi-séance que je fais en Master 2. Et je me dis que peut-être que vous également, ça peut vous intéresser de voir à peu près ce qui se passe pour voir si ça peut vous solutionner, si ça vous permet d'avancer plus rapidement sur vos projets, ainsi de suite, pour ceux qui sont plus sur la partie initiation. Finalement, c'est le genre de choses que je ne dis jamais quand je suis dans mon cours d'initiation parce que le temps est parti et court. Et cette histoire-là de travailler sur des projets avec des contacts à distance, ça me permet de réfléchir au fur et à mesure et d'amener des choses nouvelles. Clairement, dans les années qui arrivent, là, qui viennent, même si on sera j'espère, en présentiel, tout ce qui a été fait sur cette période-ci, ça m'amène à réfléchir sur comment je dois mener ce cours-là, qu'est-ce que je peux amener de plus pour que les étudiants soient plus
plus efficaces, voilà, plus compétents, mais sans non plus courir le risque de les perdre. Quand on fait trop de choses, il y a un danger, c'est de perdre des étudiants en cours de route parce qu'il y a trop d'informations qui arrivent d'un coup. Donc, il faut rester très schématique, mais aussi, voilà. Et là, pour le coup, je peux bagnauder sur des sujets divers, voilà, qui peut être intéressant. Ça vous permet d'élargir un peu votre horizon. Très bien. Alors, dans ce support-ci, il y a deux choses en réalité. Il y a un, c'est comment on implémente les algorithmes d'échantillonnage dans les bases de données, voilà. Et deux, quelle est la stratégie pour donc définir la bonne taille d'échantillon quand je fais de l'apprentissage supervisé, qui est une autre question en réalité. Là, c'est de manière générique, c'est technique. C'est comment on fait un échantillonnage dans une base quand on ne tient pas en mémoire et qu'on n'a qu'un accès séquentiel. Pas facile, ça. Voilà. Et l'autre aspect, c'est OK, j'arrive à trier un échantillon. Quelle doit être la bonne taille d'échantillon pour pouvoir travailler de manière efficace sur ma base et avoir un modèle qui a de bonnes performances dans la population par la suite. Vous avez 50 millions d'individus dans votre base. Est-ce que 500 000, ça suffit pour pouvoir appliquer le modèle dans la population, enfin, en gros, pour pouvoir créer le modèle sur les 500 000, est-ce que c'est suffisant, cette taille de 500 000, pour avoir un modèle qui sera efficace par la suite dans la base entière, dans la population? Alors, sur les stratégies d'échantillonnage, donc j'en parle très rapidement ici, il y a deux approches tout simplement. Il y en a un, je connais la taille de la base. À ce moment-là, je montre ici les algorithmes séquentiels qui permettent d'accéder donc ici, donc c'est petit n élément. Grand n, c'est la taille de la base, elle est connue à l'avance. Et à ce moment-là, je dois extraire, donc, et donc c'est petit n individu. Admettons, grand n, c'est 50 millions d'individus, de lignes dans la table, d'enregistrement dans la table, et j'en extrais 500 000, voilà. Il faut que chaque individu ait la même probabilité d'être tiré. Il faut que ce soit un tirage au hasard, on est bien d'accord là-dessus. Donc chaque individu doit avoir la même probabilité d'être extrait de la base. Il ne faut pas qu'il y en ait certains qui aient plus de chances que d'autres. Très bien. Donc, c'est ce qui est expliqué ici. Je ne m'attarde pas trop là-dessus parce que ce n'est pas le lieu ici. Parce que je vais sur un autre aspect après. Tout ça, c'est préparé aussi un dernier aspect par la suite. Très bien. Donc, je montre ici le code. Voilà. Là, c'est une idée simple. C'est quand la base est chargeable en mémoire. Donc, je montre les différentes idées. Voilà. Très bien. Donc, ça, c'est très bien. Maintenant, deuxième problème, c'est que je ne connais pas la taille de la base initiale. Je sais qu'elle est grande. Voilà. Un certain nombre, et dans cette, je ne connais pas la taille de la base, mais je dois extraire donc petit n individu. Voilà. Et je sais que petit n devrait être plus petit que grand n. Voilà. Comment on peut faire ça, sachant que toujours qu'on n'a qu'un accès séquentiel de la base. On n'a pas un accès indexé, on peut sauter au fur et à mesure pour faire un tirage au hasard. Donc il faut que ce soit un accès séquentiel. Donc c'est réservoir sampling, vous trouverez plein de références sur Internet qui expliquent ça. Je montre ici les idées voilà, qui sont mises en place, et je montre comment ça se passe. Arrive maintenant la question clé. Donc voilà, dans ce support-ci. Voilà. Donc là, je vais relativement vite, mais vous lisez, là, les supports sont assez rédigés. Vous avez les principales idées, et avec le code source, là, le code commenté, ça vous permet de comprendre les mécanismes. Arrive donc le deuxième problème, c'est j'ai une base de 50 millions. Quelle doit être la taille de l'échantillon pour que je puisse lancer de la bonne manière l'algorithme donc de machine learning derrière? Est-ce que 500 000, ça suffit? Voilà. Donc, il y a une question clé, c'est le choix de la taille de la base donc, que je vais extraire pour modéliser par la suite, créer le modèle prédictif, si vous voulez. Voilà. Très bien. Alors, il y a pifomètre. J'ai une base de 50 millions, j'en prends 500 000, ça devrait le faire. Ben non, pifomètre, ça va un moment, mais non. Et surtout, 500 000, il se peut que ça suffise pour tel algorithme d'apprentissage, genre, je ne sais pas, une analyse discriminante, mais que 500 000, ce n'est pas bon pour un arbre de décision, par exemple, ou bien ce n'est pas bon pour une régression logistique, ou bien ce n'est pas bon pour un cas plus proche du voisin, ou j'en sais rien, ainsi de suite. Voilà. Donc, se dire, je vais extraire tant en espérant que c'est bon, c'est juste pas possible. Donc, il y a deux stratégies qui permettent de choisir à bon escient la taille de l'échantillon à extraire, voilà, qui tient compte des caractéristiques de l'échantillon et donc de l'algorithme d'apprentissage qu'on met en œuvre. C'est ça qui est intéressant. La première technique est très simple. C'est tout simplement, j'augmente graduellement. Et je regarde les performances en test. C'est simple, mais au moins, comme ça, on tient bien compte des caractéristiques de l'algorithme d'apprentissage. Voilà. Donc, admettons qu'on a une base de 50 millions. Voilà, je prends je sais pas, un certain nombre que je mets de côté pour évaluer donc, mon échantillonnage. 5 millions. Et ensuite, dans les 4 500 000 suivants, j'en prends 500 000 au départ. Voilà. Je crée les modèles sur 500 000 et je l'applique sur les 5 millions que j'ai mis à part. Voilà, par exemple. Et donc, c'est une mesure de l'erreur qui est là. Voilà. Maintenant,
ça, aux 500 000 initiaux que j'avais pris, je rajoute 100 000. Donc, j'ai 600 000 maintenant individus dans ma base d'apprentissage. Je recrée le modèle prédictif et je regarde ce que ça donne en test. Voilà, sur la base des 5 millions que j'avais mis à part initialement. Hein, ça va baisser normalement, ça baisse. Si ça ne baisse pas, il y a un problème. Hein. Voilà. Et ça va baisser. Et arrivé à un certain stade, même si je rajoute des individus dans la base d'apprentissage, ça n'améliore plus les performances dans l'échantillon test. Ça veut dire que j'ai épuisé l'information utile qu'il y a dans les données. C'est ça l'idée. Hein. C'est-à-dire que j'ai découvert les patterns, les formes en fait, qui régissent donc, la distribution des données. Voilà. Et donc, je peux m'arrêter là. Voilà, c'est une idée qui est super simple, mais qui est en phase avec le principe de l'apprentissage supervisé. On veut créer un modèle performant. Et là, si je prends une régression logistique, j'aurai par exemple cette courbe-ci. Si je prends une autre méthode comme un arbre de décision, par exemple, peut-être pas les arbres, parce que les arbres, je vais en parler tout à l'heure. Comme je prends par exemple, je sais pas, un perceptron multicouche, j'aurai une autre courbe, mais j'aurai toujours cette décroissance-là. Et la taille nécessaire serait peut-être un peu différente. Voilà, c'est ça qui est intéressant avec cette approche. Voilà, donc ça marche très bien ça, et on peut très bien le faire. Alors ces idées-là, je les ai mises en œuvre dans un tutoriel qui est là, que j'ai écrit en 2018, et je l'avais programmé sous R. Donc typiquement, quand je fais mon TD, je fais un TD là-dessus, je donne le cours, d'abord, le cours il est très court, hein, il est très bref, hein, genre 20 minutes, voilà, et ensuite je dis, il y a un tuto qui écrit ça, voilà, ben, vous allez me faire la même chose, voilà, sur une autre base. Je leur donne une autre base, un peu plus conséquente cette fois-ci. Voilà, et vous avez le code R là, bah, c'est pas ça qu'il faut utiliser, il faut utiliser Python. Voilà, c'est ce que je leur fais habituellement. Voilà. Et ils travaillent là-dessus. Hein. Donc le random sampling, il est là pour pouvoir avoir ces fameuses courbes-là. Elle est où la courbe là? Elle est là. On voit très bien. Hein. On voit très bien sur la base d'apprentissage en bleu, peut-être, hein, et courbe rouge, des fameux 5 millions qu'on met de côté pour évaluer le modèle. Ça, c'est une première approche. Il y a une deuxième approche qui dit je vais tenir compte des erreurs du modèle au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'idée, voilà, c'est le windowing. Je prends la base, voilà, et donc je définis une taille initiale de l'échantillon, exactement comme l'augmentation graduelle, hein, voilà, et je l'applique sur la base test. Voilà, très bien. Les mal classés de la base test, on va dire les individus qui sont mal modélisés, ceux-là, je vais l'intégrer dans la base d'apprentissage. Ça veut dire que je tiens compte de l'erreur du modèle et donc je corrige le modèle en tenant compte des mal classés. Voilà, c'est ce qui est bien ici, hein, qui sont bien classés deviennent l'ensemble test et ceux qui sont mal classés, on les rajoute. Voilà. Une fois qu'on a ça, donc la base d'apprentissage va augmenter et surtout, il y aura un poids supplémentaire de ceux qui étaient mal classés à l'étape précédente. Du coup, ça va corriger l'apprentissage dans une direction vers les mal classés. Et ensuite, quand j'applique là sur la base test, j'aurai encore d'autres mal classés et je vais corriger dans l'autre sens, ainsi de suite. Donc, ça va osciller. Voilà. Mais avec l'espoir que le nombre d'oscillations soit plus faible. C'est ce que j'ai montré ici. Hein. Donc là, j'ai fait un random sampling de part d'une taille quelconque. Voilà. Hein. Base de travail, ici, taille d'échantillon, c'est 200, sur une base de 20 000. Voilà. Ensuite, je l'applique sur la base d'évaluation. Voilà, ben, il y a des individus mal classés. Tout cela, je l'ai rajouté. Bien sûr, ça a dégradé le modèle parce que ceux qui sont mal classés ont tiré vers eux le modèle. Hein. Du coup, quand je la base sur ceux qui étaient bien classés l'étape précédente, ben, on dirait que ça dégrade beaucoup. Du coup, ça permet de recorriger dans l'autre sens. Hein. C'est comme si on fait une sorte d'oscillation, vraiment ça. Voilà, et on converge plus vite. On fait moins de modèles et on converge plus vite. C'est ça l'idée en fait. Là, on a 1, 2, 3, 4 essais, alors que dans l'étape précédente, là, pour arriver à la, voilà, on avait fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 essais. C'est ça l'idée en fait. Voilà. Donc, ces deux approches-là sont très intéressantes parce qu'elles permettent de trouver, en quelque sorte, la bonne taille d'échantillon pour pouvoir créer un modèle performant. C'est ça l'idée. En tenant compte des propriétés du modèle en question. Voilà, hein, parce que la courbe sera différente d'un modèle à l'autre. Et voilà, donc c'est ce qui se passe ici dans le tuto de nouveau, encore une fois. Je montre le windowing que j'ai programmé sous R. Donc l'exercice pour vous, pour ceux qui auront à le faire par exemple, hein, voilà, c'est de programmer en Python. Très bien. Il y a un dernier aspect, c'est que dans les arbres de décision, il y a un élément supplémentaire. En fait, il y a un problème avec les arbres de décision, c'est la fragmentation des données.
c'est un problème qui est ultra connu dans les arbres de décision, c'est que quand j'ai une base, au départ, j'ai tout le monde sur la racine. Ensuite, quand je fais une segmentation, sur les feuilles, j'ai moins d'individus mécaniquement. Hein. S'il y en a 10 millions au départ, s'il y en a 10 000 au départ dans la base, dans la racine, quand je scinde en deux, en moyenne, j'aurai 5 000 d'un côté et 5 000 de l'autre. Hein. Donc, je fais le calcul sur 5 000. Voilà. Et ça, du coup, on a des estimations, des mesures de performance, enfin, donc des mesures qui sont utilisées pour la segmentation, qui sont de plus en plus variables. Voilà. Et donc, l'idée de l'échantillonnage dans les arbres de décision, c'est que on part d'un échantillon initial, voilà, par exemple 10 000, voilà, et je crée la racine avec les 10 000. Voilà. Ensuite, je segmente sur les enfants, là, j'ai, admettons, en moyenne, hein, 5 000 de côté, à gauche, dans la feuille gauche, et 5 000 dans la feuille droite. Aux 5 000 dans la feuille droite, j'en rajoute 5 000 de nouveau extraits de la base de données. Voilà. De même, dans la feuille droite, je rajoute égal 5 000 et j'ai de nouveau 10 000, 10 000. Et je refais les calculs. Voilà. Bon, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on travaille toujours sur un échantillon, voilà, et on contrecarre donc l'effet de la fragmentation en complétant l'échantillon au fur et à mesure et à travailler donc à tête d'échantillon constant sur chaque segmentation de calcul. On a un double avantage, c'est qu'on réduit la variance qui est due à la fragmentation, et dans la même manière, et de l'autre côté, on travaille toujours sur un échantillon. Donc, le temps de calcul va être donc méchamment réduit. On ne modifie pas les complexités. Hein. Le tri, c'est en n log n toujours. Ensuite, le reste de calcul, c'est en temps linéaire la plupart du temps. Voilà, en O de n, si vous voulez. Sauf que on diminue le n. Au lieu de travailler sur les 50 millions d'individus, on va travailler sur 10 000 à chaque étape. C'est ça l'idée. Voilà, c'est ce qui est montré ici, voilà, et le mieux, c'est que je vais faire une petite démo dans Cipina, encore une fois, parce que c'est programmé dans Cipina. À Cipina, j'avoue que je prends un certain plaisir, hein, j'ai un plaisir à montrer, mais ces idées-là, elles doivent exister dans les logiciels, hein, je ne sais pas, hein, regardez bien, regardez bien. Il me semble que dans des logiciels connus, reconnus, il y a ce type de stratégie-là. Voilà. Alors, la base que je vais utiliser ici, c'est la MIT face image. Ici, j'avais utilisé une autre base. Hein. Là, c'était les waves que j'avais tout simplement dupliquées. J'avais 2 millions d'individus. Les waves, très rapidement, c'est les ondes de Breman, dans le livre de Breman, Friedman, Austin et Stone. Voilà, ils ont montré comment générer des données qui sont utilisées. C'est à 3 classes, ainsi de suite. Et surtout, on a le générateur. On trouve le générateur en ligne, en cherchant un peu dans le livre de Friedman et puis HT type Shirani, enfin, dans un ordre différent. Hein. Voilà, on peut trouver facilement sur leur site le générateur. Et moi, je l'utilise pour générer justement les données avec du bruit, pas du bruit, ainsi de suite. J'ai dit des choses là. Voilà. Très bien. Alors, donc, ici, je vais utiliser une autre base dans l'expérimentation, c'est la base des MIT face image. Alors ici, hein, c'est que j'ai une série d'images, chaque image était en niveau de gris, 19 x 19 pixels, voilà, et donc la variable cible, c'est face, elle est positive si l'image représente le visage d'une personne, et négatif si elle ne représente pas le visage d'une personne. Voilà, on peut le voir ici. Voilà. Très bien. Ensuite, comme on a une matrice de pixels 19 x 19, elle est linéarisée sous forme de vecteur, et du coup, on a un vecteur de 361 valeurs. 361 valeurs. Voilà. C'est ce qu'on a ici, x1 jusqu'à 361. Et les valeurs à l'intérieur sont dans les mêmes unités. En fait, c'est le niveau de gris, tout simplement, du pixel. De 0 à 255. Et voilà. Et donc, on veut faire l'apprentissage d'astuce, sachant qu'il y a 513 455 observations. Avec 361 variables. Alors, l'ancien arbre de décision dessus, en vrac, là, directement, ça prend un peu de temps. Alors, justement, j'avais montré le multitrading la dernière fois, en montrant que quand j'ai 4 cœurs, si je les exploite tous, mes cœurs, là, ça réduit dans une fraction importante, donc, donc le temps de calcul. Donc, on va voir ici qu'on travaille sur un échantillon, on réduit encore dans une proportion plus importante le temps de calcul, sans détériorer la qualité prédictive. Parce que cette fois-ci, comme on travaille sur un échantillon, on n'a pas le même arbre que si on travaille sur l'ensemble des données disponibles initialement. Ça peut être perçu comme un problème. Voilà. Le plus important, c'est de bien en être conscience, de bien en prendre conscience. Voilà. En revanche, on ne détériore pas la performance, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je vais travailler sur cette base-là, je vais l'importer, je ferme ici, parce que l'ouvrir dans Excel, directement à partir d'Excel, ce n'est pas une idée. Donc, le fichier, il est là. Il est dans un fichier CSV, toujours avec séparateur tabulation. Utilisez toujours des fichiers CSV dès que vous travaillez sur des grandes bases. Sinon, vous allez rencontrer que des problèmes. Très bien. Alors, je vais lancer
Cipina, il est sur l'autre fenêtre là, comme d'habitude, donc il faut que je le lance d'abord. Voilà, il devrait apparaître bientôt. Voilà, Cipina, et je l'amène sur cette fenêtre-ci. Voilà, donc voilà, elle est là. Il est là. Ensuite, première étape, donc j'importe la base. Tac, voilà, et je prends le fichier TXT. Voilà, on ouvre. Le séparateur, c'est tabulation, et la première ligne, c'est les noms des variables. Voilà, et je clique sur OK. Voilà, il importe ici. Ça va prendre une quarantaine de secondes. Donc, voilà, on voit bien que ça bosse là. Là, ça commence à travailler, mais l'importation est en monothread. J'ai essayé de voir s'il est possible de passer en multithread, mais comme c'est une lecture séquentielle ligne par ligne, on pourrait faire du multithread, mais ça veut dire qu'il faudrait définir des zones de mémoire après pour rajouter un sujet, c'était pas possible. Enfin, si, c'est possible, mais non. L'effort pour essayer de trouver une solution prenait plus de temps que l'avantage qu'on pourrait en prendre finalement. Donc là, il y a 513 455 observations et donc 362 colonnes, puisqu'il faut compter aussi la variable cible, et le temps de chargement est extrêmement rapide. On peut le voir ici, 40 secondes. Vous avez vu, 40 secondes. On a bien chargé la base, on a bien toutes les variables, sachant que la variable cible, c'est la variable face. Et les autres, donc, c'est les prédicteurs, qui sont simplement les pixels, en fait, de l'image. Alors, premier élément, je vais choisir l'algorithme, je vais prendre l'algorithme multithread. Puisque j'ai une machine multicœur, autant utiliser les différents cœurs. Voilà, OK. Et donc, voilà, j'ai les paramètres par défaut, je ne les change pas, tout simplement, je vais laisser le post-pruning, le nombre de cœurs disponibles, c'est bien 8. En fait, il y a 4 cœurs, et avec l'hyperthreading, il en détecte 8, nombre de trades possibles. OK, très bien. Ensuite, l'autre élément important, comme je vais évaluer cette fois-ci les performances, je vais définir une partie d'échantillon d'apprentissage et une partie en test. Très important. Donc là, admettons que je prends 70% pour l'apprentissage et le reste en test. Je clique OK et ça y est, il en a dit 359 418 pour l'apprentissage et 154 037 pour le test. Très bien. Ensuite, je dis au logiciel, mais ça c'est pareil dans tous les logiciels, il faut que je dise quelle est la variable cible, quelles sont les variables prédictives, et tac, OK, et je peux lancer les traitements. Analyse, learning, tac. Et voilà, ça va prendre à peu près 1 minute. On voit bien, il utilise toutes les ressources disponibles cette fois-ci, il partage ici les ressources à utiliser avec l'outil qui enregistre la vidéo, tout simplement. C'est pour ça qu'on n'est pas à 100%, voilà. Mais bon, c'est toujours mieux que de s'énerver que sur 15%. Voilà, c'est ça l'idée. Donc il est en train de charger là. Bon, je ne vais pas couper la vidéo, je vais la laisser pour le coup, parce que bon, voilà, il suffit de patienter un tout petit peu. On va se regarder en chien de faïence là. Voilà. Et bon, donc tout ça est expliqué, j'essaie de meubler comme je peux, dans une vidéo qui est là. C'était un article que j'avais fait il y a 20 ans, dans 20 ans. Voilà, parce que j'ai travaillé beaucoup sur les performances et ensuite je suis revenu sur l'idée en 2009, à une époque où, non, 2018, là, ici, pour le coup. Là, le tutoriel, ah oui, je t'avais mis en, là, 2018. Pourquoi? Parce que j'avais vu justement qu'il y avait énormément de discussions autour de technologie. Encore une fois, c'était une très bonne idée. Travailler sous Spark, c'est une très bonne idée. Utiliser des librairies comme H2O ou d'autres librairies qui permettent de faire du calcul multicœur et aussi de swapper les données sur disque, ça reste une bonne idée également. Mais ce n'est pas les seules solutions possibles. L'échantillonnage est une autre alternative. C'est ça que je voulais. C'est ça le principal sens du message qui est ici. Donc ça y est, il a fini. Comme ça, je n'ai pas eu à meubler tant que ça. 62 secondes. Vous avez vu, 62 secondes, le temps de calcul. Voilà. Et un élément très important, on va mesurer maintenant le taux d'erreur sur l'échantillon test qui est là. Très bien. Alors, avant de mesurer le taux d'erreur, déjà, regardons. On a ici la distribution. Il y a 3% de positifs dans la base et 97% de négatifs. Ça, c'est un élément très important parce que quand on va mesurer l'erreur de prédiction, on va avoir un taux d'erreur assez faible, mais il faut pouvoir le comparer à quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Dans mon cours introductif, j'avais dit que finalement, la base de tout ça, c'est le calcul et donc d'une proba conditionnelle de la variable cible en fonction des variables explicatives. Soit elle est explicite dans les modèles, on a vu ça avec l'analyse discriminante, on a vu ça avec les arbres de décision, ou bien parfois elle n'est pas explicite, c'est-à-dire qu'on regarde directement le mode, parce que en fait on calcule cette proba-là et on cherche le mode pour faire l'affectation. Donc dans certaines méthodes, on a l'impression qu'il n'y a pas un calcul de ce proba-là, mais en réalité, il va directement aller sur le mode. Voilà. Il y a certaines méthodes qui sont des mauvais estimateurs des probabilités conditionnelles, mais
c'est des bons estimateurs du mode directement, comme les naive Bayes, ainsi de suite. Donc, c'est ça ce qui se passe. Alors, ici, du coup, le pire modèle possible, c'est quoi? C'est de prédire les valeurs de Y sans disposer des X. C'est le modèle par défaut. Default model, on appelle ça. Et donc, ici, la classe majoritaire, c'est neg, c'est négatif. Donc, si je prédis tout le monde en négatif, le taux d'erreur de mon modèle serait de 3%. Voilà. Donc, quand on a des classes déséquilibrées, la référence, ce n'est pas 50% si on est dans le cadre binaire. En fait, quand on a des classes déséquilibrées, le taux d'erreur de référence, c'est le taux d'erreur du modèle par défaut. Et le modèle par défaut, c'est celui qui consiste à prédire la classe majoritaire directement, systématiquement. Donc, si je prédis ici donc systématiquement négatif, le taux d'erreur du modèle par défaut est de 3%. Voyons si on fait mieux que le taux d'erreur du modèle par défaut. Donc, je vais faire analyse, test, sur les individus inactifs. Vous êtes bien d'accord, ceux qui n'ont pas servi, les 154 037. Voilà, je clique ici et je clique OK. Et le taux d'erreur de mon modèle est 0,0144, à comparer avec les 3%. Donc, j'ai divisé par 2 l'erreur en réalité. Donc, effectivement, j'ai un modèle qui amène de l'information. Voilà. C'est un élément très important, à quoi on peut se comparer. Et c'est dans ce cadre-là que dans mon cours, je parlais de pseudo-R2. Ce n'est pas comme R1, R2 qu'on a en régression linéaire multiple, où c'est un rapport de variance. Là, pour le coup, c'est un rapport de taux d'erreur, tout simplement. Voilà, un pseudo-R2, voilà, 1 moins taux d'erreur du modèle divisé par le taux d'erreur du modèle par défaut. Voilà. Ça vous donne une idée du gain de l'apprentissage, voilà, par rapport au modèle par défaut. Très bien. Ça, c'est quand j'ai utilisé toute la base. Donc là, j'ai fait un apprentissage en utilisant tout l'échantillon d'apprentissage. Voilà. Et après, je l'appliquais sur l'échantillon test et le taux d'erreur est 1,44%, pour être précis. Maintenant, voyons voir ce qui se passe si on travaille sur des échantillons, en faisant donc un échantillonnage répété sur les différents sommets de l'arbre pour accélérer les calculs. Et pour ne pas avoir utilisé tout le monde, mais tout en conservant et suffisamment de consistance sur chacun des nœuds pour ne pas souffrir de la fragmentation des données, en rajoutant des individus pour avoir le fameux seuil de nombre d'individus qu'on veut utiliser, 10 000 par exemple. Alors ça se passe comment ça dans CEPINA? Analyse, top analysis, voilà. Je reviens de nouveau sur ici l'apprentissage multithread, voilà. Et je vais dans un onglet que je n'ai jamais parlé jusqu'à présent, je n'ai jamais parlé de ça avec vous, c'est ici l'onglet sampling. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, soit on utilise tout le monde, voilà, soit sur chacun des sommets, on fait un échantillonnage, voilà, admettons que je vais fixer une taille de 10 000. Pourquoi 10 000? Parce que j'ai fait quelques tests, tout simplement. La taille de l'échantillon, je ne la connais pas. Voilà, donc il faut la tester pour voir ce qui se passe. Voilà. Et ensuite, il y avait d'autres solutions possibles. C'est échantillonnage balancé, c'est-à-dire que j'équilibre de manière artificielle le nombre, donc la distribution des classes, pour avoir, par exemple, le même nombre de positifs et de négatifs sur chacun des nœuds. C'est une possibilité, voilà. L'idée derrière était que quand les classes sont déséquilibrées, quand les effectifs sont équilibrés, voilà, les puissances de test sont meilleures. Mais on n'est pas dans un test statistique, on est dans machine learning. On veut créer un modèle prédictif. Donc en réalité, bon, ça n'est pas grand-chose. Une autre solution possible, c'est de faire un échantillonnage stratifié, c'est-à-dire de respecter systématiquement donc, la distribution des classes initiales, 4%, 30% et puis 97%. Voilà. C'était un autre aspect également. Bon, vu les tailles qu'on demande ici, 10 000 individus sur 359 418, un échantillonnage simple, c'est représentatif. Voilà. Très bien, disons, je fixe la taille de 10 000. Donc, rappelez-vous tout à l'heure, ça faisait 62 secondes à peu près. Il faut revenir dans la vidéo en amont, simplement. Voilà. OK, et donc ici, j'extrais 10 000 individus à chaque fois, 10 000 sur le premier sommet. Ensuite, sur les sommets enfants, je complète pour faire 10 000 à chaque fois, tant que c'est possible. S'il y a moins de 10 000 sur une feuille, je prends les individus disponibles. Il ne s'agit pas de dupliquer les données. Voilà. Alors, analyse learning, voilà, forcément, le temps de calcul va être rapide. Et, autre élément très important, comme on travaille sur un échantillon, cette fois-ci, on n'a pas le même arbre que l'arbre initial, calculé sur l'ensemble des données. On est bien d'accord là-dessus. Mais est-ce qu'on préserve les performances? Ça, c'est un vrai enjeu. Vous avez vu, là, ça a duré 12 secondes cette fois-ci. Tout à l'heure, c'était 60 secondes et quelques. Là, c'est 12 secondes. Alors, très bien, donc on a gagné, on a divisé par 5 fois 12, 60. Voilà, on a divisé par 5 le temps de calcul. Et on a un arbre différent. Voilà. Ça, il faut en être conscient. Donc, en fait, quand je parlais du multitrading, là, on
on travaillait sur la base complète. Donc, on avait exactement le même arbre avec l'algorithme de base. Quand je travaillais sur les données swappées sur disque, là également, on travaillait sur la totalité de données. Donc, l'arbre, c'est exactement le même arbre que si on travaillait en mémoire avec la base complète. Là, c'est différent. Je travaille sur des échantillons répétés, un échantillonnage répété sur les différents sommets, et donc, forcément, il y a une forme de variabilité. Si on change d'échantillon, on peut avoir une différence d'un chouïa. Et le chouïa compte beaucoup dans l'arbre. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, sur chacun des sommets, on fait des calculs, voilà. On calcule ici donc l'indicateur statistique qui vous donne donc la qualité de la segmentation, indice de Gini, entropie de Shannon, ou bien T2Prof, dérivé du Ki2, c'est ce que j'utilise ici. Voilà, et ensuite on classe selon la qualité des variables. Et si on change d'échantillon, bien sûr, les résultats peuvent être légèrement différents. Et du coup, s'il ne prend pas la même variable de segmentation sur le sommet, il y en aura d'autres également en cascade. Voilà. Donc, on a un modèle qui paraît visuellement différent. Mais est-ce qu'on a préservé le niveau de performance? C'est ça qui est important. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand on travaille sur une base, mais dès qu'on travaille sur un échantillon, et c'est ce qui se passe dans la vie réelle, même quand vous travaillez sur la base marketing, voilà, vous travaillez tout le temps sur une partie que vous utilisez pour l'apprentissage, qui est construit par échantillonnage. Voilà. Donc, si je change donc la partition apprentissage test, typiquement, je change un autre, voilà, on peut avoir potentiellement un modèle un peu différent. Voilà. Mais le plus important, c'est que est-ce qu'on préserve le niveau de performance? Là, on pousse l'échantillonnage encore plus loin. On le fait sur chacun des sommets de l'arbre. Donc, effectivement, on n'a pas le même arbre que si on le construisait sur la totalité des données d'apprentissage. Voilà. Mais est-ce qu'on a préservé les performances? Est-ce qu'on est proche du 1,44% qu'on a vu tout à l'heure? Pour le savoir, très simple, analyse, test cette fois-ci, et je travaille de nouveau sur des individus qui ont été mis à part, l'échantillon test. Voilà, et je clique OK, et le taux d'erreur est de 1,61%. Voilà, donc il y a 0,2% d'écart. Et voilà. Donc, ce qui est très important de bien voir ici, voilà, c'est que quand vous travaillez sur une grande base de données, il y a différentes solutions. Il y a, on ne va pas s'énerver sur 0,2%, 0,2%, 2 pour 1000, voilà. Parce que je vois bien qu'il y a un peu de différence. Vous allez dire, oh, c'est pas la même valeur, monsieur. Oui, je suis d'accord là-dessus. Alors, on change ici les individus d'apprentissage et tests, on pourrait avoir des résultats différents. Et, le plus important, c'est les ordres d'idées. C'est ça qui est très important. Alors, je reviens sur ce que je vais dire parce que j'ai vu que c'est un peu différent, donc je vous connais suffisamment pour savoir, oh là là, c'est pas la même chose. Oui, c'est les ordres de grandeur qui sont importants. C'est les ordres de grandeur qui permettent de... Voilà, il y a toujours une forme de variabilité dans les résultats parce qu'on travaille toujours sur des parties d'échantillons, sur des échantillons de données. Même quand on fait de la partition, donc apprentissage test, il suffit qu'on change la partition apprentissage test, on aurait des résultats légèrement différents. C'est très important ces aspects-là. Alors, donc, je reviens à mon idée. Donc, quand vous travaillez sur des grandes bases, il y a différentes solutions. Il y a une première solution, c'est les technologies. J'avais parlé de différentes technologies, Spark, voilà, Hadoop, voilà, également avec les librairies comme H2O, il y a d'autres également, il y en a plein. C'est à vous de chercher, TensorFlow, Keras, ainsi de suite. Voilà. Donc, ça, c'est les technologies. C'est une première solution possible, c'est à vous de regarder. Et ce que j'essaie de mettre en avant, c'est qu'il y a une autre solution possible, c'est travailler sur des échantillons. Alors, j'avais parlé ici justement des stratégies d'échantillonnage, voilà, et les différentes méthodes pour définir la bonne taille de l'arbre, enfin, donc la bonne taille donc, de l'échantillon en fait à utiliser, voilà. Et j'avais expliqué que dans le cas particulier des arbres de décision, on peut encore utiliser une autre stratégie qui est, je fais un échantillonnage répété, et du coup, ça permet d'accélérer encore plus les calculs. Voilà, c'est ce que j'essaie de montrer ici. Voilà, avec ça, vous avez quand même pas mal d'idées pour travailler sur les grandes bases. Après, à vous de trouver la meilleure solution. Excellent travail à tous. Tac, arrêtez d'enregistrer.